Depuis une bonne dizaine d'années, en fait, on voit se multiplier ici dans la zone du canal toute une série de projets immobiliers. Et on peut se demander mais pourquoi un tel engouement de la part de promoteurs immobiliers pour un espace qui ne les intéressait pas il y a 10, 20 ou 30 ans. Alors l'explication qu'on entend le plus souvent, c'est une explication par l'offre et la demande. On dit oui, la population bruxelloise augmente, donc la demande de logement augmente, et donc il y a logiquement une offre de logement qui vient répondre à cette demande en croissance. Le problème, c'est que cette explication, elle est très très insuffisante. Donc oui, on peut dire que cette offre qui est créée, elle répond à une demande, mais beaucoup plus à une demande d'investisseurs qu'à une demande d'habitants. Et d'ailleurs, beaucoup des logements qui sont créés et qui sont vendus ne sont pas achetés en fait par des gens qui désirent y habiter, mais sont plutôt achetés par des gens qui investissent, qui placent leur argent en achetant des appartements dans lesquels ils ne vont pas habiter, ou bien ils vont mettre ça sur des plateformes de style Airbnb ou quoi que ce soit, mais ils ne vont pas vraiment y habiter. Et la conséquence de tout ça, elle est pas mince, c'est que non seulement ce qui est produit est cher, mais ça pousse à renchérir aussi tout le prix autour. Ça alimente une dynamique de hausse des prix, non seulement le long du canal, mais aussi aux alentours. Les ménages, les familles doivent payer plus pour habiter là où elles habitent. Donc le loyer augmente, et donc pour rester en place, il faut payer plus. Donc ça veut dire qu'il y a moins de sous disponibles pour les autres dépenses de la vie courante. Et puis, il peut aussi y avoir d'autres conséquences en termes de, si ça devient vraiment trop cher, les gens sont obligés de partir à ce moment-là. Ou bien ne peuvent plus arriver dans ces quartiers. C'est-à-dire qu'il peuvent être des quartiers qui pendant longtemps ont été des quartiers d'accueil, notamment de l'immigration, mais aussi des jeunes qui quittent leurs parents et qui arrivent sur le marché locatif. Ces quartiers deviennent moins accessibles. Derrière nous, c'est le site de Tour et Taxi, un énorme site de 38 hectares, ce qui est l'équivalent de 60 terrains de football, qui a été vendu par la SNCB et le port de Bruxelles, un groupe de promoteurs immobiliers. Et au fil de temps, une société immobilière qui s'appelle Extensa a pu racheter les autres parts et est devenue par la suite le seul propriétaire de cet énorme terrain. Et puis tout doucement, l'urbanisation de ce site a commencé. Ça a commencé d'abord par la construction de bureaux pour des administrations régionales, puis du logement de haut standing, qu'on voit ici aussi derrière, et puis par la transformation de la gare maritime en un centre commercial de luxe. C'est des transformations énormes. Dans un périmètre, les quartiers autour de ce site sont plutôt des quartiers populaires avec des problématiques connues et reconnues par les autorités publiques. Et tous ces projets-là n'apportent aucune réponse aux problèmes rencontrés par les habitants des quartiers aux alentours. Surtout en termes de logements sociaux, la part de logement social dans ce quartier-là, quartier maritime, est de plus ou moins 3%. C'est très peu. Normalement, les pouvoirs publics peuvent, s'ils le veulent, imposer une part de logements sociaux, rien qu'à travers un mécanisme qui s'appelle les charges d'urbanisme. Les pouvoirs publics pourraient imposer une part de logement social. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment les pouvoirs publics, donc nos élus, laissent autant de place au secteur privé pour faire la ville de cette manière-là et donc faire autant de pression, mettre autant de pression sur une majorité de la population qui est déjà fragilisée, qu'on continue à fragiliser avec cette manière de faire la ville. Et Tour et Taxi est un exemple assez parlant par rapport à cette pression énorme que vivent les habitants les plus démunis de la région bruxelloise. Et les promoteurs immobiliers, on se les représente souvent comme des acteurs
très puissants financièrement parlant. Et c'est vrai, ils ont une puissance financière importante. Le promoteur actif sur Tour et Taxi, par exemple, il a les reins financiers très très solides. Par contre, aussi puissants au plan financier ces acteurs-là soient-ils, ils ne peuvent pas décider tout seuls, ils ne décident pas tout seuls du sort ou du devenir d'un quartier. Parce que leur activité nécessite en fait toute une série de choses qui sont hors de leur contrôle. Et parmi ces choses, il y a les règles d'urbanisme en vigueur sur les espaces qu'ils investissent. Et les règles d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, c'est vraiment les pouvoirs publics qui ont les leviers en main. Or ici, depuis une bonne dizaine d'années, le long du canal, on observe qu'à plein d'endroits, une série de règles d'urbanisme ont été changées, et la plupart du temps, vraiment dans un sens très favorable à la promotion immobilière. On peut prendre par exemple le cas d'Upsite, la tour Upsite derrière moi. Sur le terrain sur lequel cette tour est implantée, jusqu'au début des années 2000, la hauteur maximum de construction, c'était 9 étages. Il y a eu un plan particulier d'affectation du sol. Bon, c'est un outil de règles d'urbanisme qui a changé ces règles, si bien que la tour, elle fait 41 étages. Donc on voit bien que s'il n'y avait pas eu ce changement des règles d'urbanisme, cette tour, elle serait restée un projet sur papier, elle n'aurait jamais pu voir le jour. Le rouleau compresseur est en route pour transformer, pour amener une transformation assez radicale de cette partie de la ville, avec des conséquences sur la partie de la population la plus fragile, dans les quartiers populaires autour, qui subiront la montée des loyers, encore une fois, et la touristification en fait, qui est aussi un élément important dans toute cette transformation. D'abord parce que le musée Canal table sur 60% de visiteurs étrangers et il faut accueillir ces gens-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une avalanche de demandes de permis, de construction de nouveaux hôtels. Il y a 2 hôtels qui sont déjà construits. Il y en a un qui a obtenu son permis. Il y en a 2 ou 3 qui attendent l'instruction pour obtenir le permis, et tout ça va en parallèle avec l'ouverture bientôt dans 2 ans, 2 ans et demi du musée. Ici, on voit qu'on a des mesures, des décisions d'action publique qui créent les conditions d'une gentrification accélérée de cette partie de la ville. Et donc, il n'y a pas de fatalité, il n'y a rien de naturel à la gentrification d'une partie de la ville. On voit bien qu'il y a toute une série de décisions derrière qui s'emboîtent plus ou moins bien les unes dans les autres et qui peuvent être un coup d'accélérateur important. Et c'est ce qui se passe le long ici, à cet endroit-ci du canal, et il y a d'autres endroits aussi. Je ne crois pas que c'est le rôle des pouvoirs publics de faire ce genre de choix. Au contraire, leur rôle, c'est de régler les problèmes de la population, des habitants, et donc, je dirais, de leur électorat, et pas d'une petite poignée de financiers qui vont se remplir les poches à travers ce genre de projet qui ouvre des opportunités spéculatives à plusieurs étages.